c'est qu'on passe d'un passé français qui est très orienté système D. Finalement, aujourd'hui, les concepteurs de produits, jusqu'à 2010, comment est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient dans un laboratoire universitaire le soir, après les cours. Ils allaient dans un laboratoire d'école d'ingénieurs, des ateliers d'école d'ingénieurs. Ils allaient aussi dans des écoles de design pour fabriquer des produits. Tout ça sans autorisation, sans assurance, parfois au détriment de la qualité. C'est aussi la culture de la perruque dans l'industrie, où on va fabriquer des produits sans forcément y être autorisé, sans plan, sans vraiment avoir défini les choses. Et depuis quelques années, en fait, tout ça est en train de changer parce qu'on arrive à systématiser la manière dont on peut travailler, dont on peut créer des produits, et on arrive à le faire aussi plus vite. Electrolab est un super exemple parce que c'est la ludothèque dont on a tous rêvé pour venir créer des produits, venir s'instruire, s'éduquer, ça c'est hyper important. Et nous, en fait, on a pris un angle un peu différent pour monter notre structure, c'est celui de l'industrialisation des produits. Donc on a créé en fait un espace qui est dans Paris, qui fait effectivement 1500 m². Finalement on se retrouve tous, on converge tous sur la dimension, avec 500 m² d'atelier, 500 m² de zone de conception et 500 m² de bureaux, qui permettent en fait aux porteurs de projets de venir au quotidien, tous les jours de la semaine, développer un produit et être accompagné dans sa conception. La conception c'est quelque chose qui... c'est un processus qui est un peu codifié, dans lequel on va avoir besoin d'être accompagné, parce que les porteurs de projets d'aujourd'hui ne sont plus les porteurs de projets d'hier. Tout à l'heure, on en parlait avec l'impression 3D, en fait, il y a des barrières qui se déplacent. Ça ne veut pas dire que le jour où on industrialise un produit, c'est moins compliqué, mais en tous les cas, l'accès à la culture technique et technologique est aujourd'hui simplifié. On va trouver des dessins de pièces plus facilement, des circuits électroniques qui sont aussi publiés de manière open source, comme en parlait Samuel tout à l'heure. Et tout ça, ça crée des vocations, ça crée des inventeurs. Et le vainqueur du concours Lépine de l'année prochaine n'aura pas du tout le même profil que celui d'il y a quelques années. Et j'en parlais d'ailleurs avec le président du concours Lépine il y a quelques semaines. Il m'expliquait que dans les années 60, une femme ne pouvait pas présenter le concours Lépine parce qu'elle n'avait pas son chéquier, elle ne pouvait pas déposer un brevet, etc. etc. Ben, aujourd'hui, n'importe qui peut venir développer un produit et ça, c'est essentiel. On a mis, en fait, quand vous devenez membre d'Usinio, cet espace de prototypage, vous avez accès à des ressources documentaires, des ressources techniques, accès à des ordinateurs qui permettent de concevoir les produits, et accès aussi à des experts qui ont tous au moins 10 ans d'expérience dans le développement de produits industriels, depuis des aspects de conception informatique, en passant par l'électronique et jusqu'à la mécanique. Tout ça, ça permet en fait de se faire une idée très rapide des enjeux qui vont avoir lieu dans la création d'un produit, parce que quand on est dans la phase amont d'exploration, on essaie de savoir quelle forme aura son produit. Effectivement, on peut partir d'un dessin qu'on va faire à la main, et puis plus on va avant, et puis de pâte à modeler, de Lego, d'assemblage de carton qui vont permettre de valider une forme, une proportion, un objet. Et puis plus on va avancer, plus on va investir dans la qualité du produit, et plus on va investir dans le fait qu'on va préparer son industrialisation. Quels outils, quels procédés on va mettre en face pour pouvoir le fabriquer en série, en petite ou moyenne série par exemple. Ce sont des choses qu'on essaie, nous, d'enseigner à l'usine au quotidien, avec aujourd'hui quelques membres, je pense qu'on en a beaucoup moins que l'Electrolab pour l'instant, quelques membres qui viennent en fait d'horizons tout à fait différents, depuis en fait le design, l'architecture, les gens qui sont encore à l'école, qui représentent à peu près un quart de nos membres. La moitié de nos membres, ce sont des porteurs de projets qui fabriquent des produits dans la robotique, dans l'objet connecté ou dans le mobilier. Et puis on a le dernier quart des gens qui visitent le lieu et qui l'habitent aussi. Ce sont des grandes entreprises qui envoient des personnes pour venir innover à l'extérieur. Donc là, on se transforme aussi en tiers-lieu d'innovation pour des entreprises qui sont un peu plus établies. Si vous prenez une entreprise qui est dans l'automobile ou dans l'aéronautique par exemple, les processus sont très codifiés. La personne qui développe une voiture dans une marque au losange ou la marque au lion va être obligée de rester dans le développement du véhicule. Si elle a une idée innovante, créer un 5e essuie-glace ou un 8e rétroviseur, elle ne va pas pouvoir forcément lever la main et demander un budget pour le faire. Parce que tout simplement,
les outils liés au prototypage dans les entreprises qui existent sont aujourd'hui déjà occupés, déjà bookés, déjà réservés pour la prochaine voiture qui va sortir. Mais pas forcément et systématiquement pour les prochains objets innovants. Donc des structures extérieures, des personnes qui sont dans le service, qui sont dans la communication, qui sont dans l'industrie lourde, l'industrie légère, l'électronique grand public, cherchent aussi à venir explorer à l'extérieur tous les champs de possibilités et à offrir à leurs employés de tout niveau. Et c'est ça qui est super intéressant, c'est que finalement, c'est pas que le profil ingénieur, c'est surtout les profils techniciens de tout niveau, si on peut dire qu'il y a des niveaux, des profils commerciaux aussi, des profils marketing qui viennent apprendre à concevoir des produits. Et ça, c'est aussi ce qui change, c'est aussi ce qui crée la révolution industrielle de demain. C'est-à-dire que finalement, ce n'est plus qu'une élite d'ingénieurs qui a été formée, qui peut prendre le pouvoir sur la création d'un produit, mais c'est aussi les personnes qui sont proches des attentes du client, des attentes des interlocuteurs qu'on peut avoir en face, ou qui comprennent les services qu'il faut développer pour demain, qui peuvent avoir les moyens de venir développer des produits. Voilà. Je vous souhaite à tous un très bon samedi.